Compatriotes, la dernière fois, j'avais promis de vous parler du système et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. En effet, j'ai souvent eu l'impression que les démocrates guinéens ont toujours mené leur lutte politique contre un système qu'ils ont du mal à cerner. C'est ce qui fait que le pays semble être pris dans un étau dont il a du mal à se défaire. Et plus les années passent, plus on a l'impression de revivre le passé. C'est comme si le temps s'était arrêté en Guinée, où rien ne change véritablement. La faute à un système politique mis en place depuis la fin des années 50 et qui n'a fait que se renforcer au détriment des aspirations de millions de Guinéens. Il est clair que tant que ce système restera en vigueur, notre pays ne pourra pas sortir de l'ornière. Il faut donc le démanteler. Mais pour cela, il faut bien savoir ce à quoi nous avions affaire. Ce système avilissant repose sur 3 piliers. Le premier pilier, la violence politique qui s'est muée en violence d'État. Le deuxième pilier, diviser pour régner. Une stratégie qui a longtemps été utilisée pour semer la discorde entre les différentes composantes de notre nation, pour les affaiblir et à user des pouvoirs exorbitants de l'État pour les influencer. Cette stratégie a permis à tous ces autocrates de régner en maître absolu sur notre population, alors que cette dernière, si elle était unie, aurait les moyens d'imposer le changement. Le troisième pilier, le pouvoir personnel incarné par le régime présidentiel fort qui fait du président de la République un souverain absolu dont le pouvoir est sans limite. Alors que dans les temps anciens, l'autocrate n'avait qu'à dire « je veux » et il fallait obéir sans demander ses raisons, aujourd'hui, nos présidents avancent la raison d'État, l'intérêt de l'État, ou encore le choix du peuple, la décision du peuple. Même s'ils comptent nous tromper avec ce langage nouveau, c'est un concept qui a déjà été mis en lumière par Clémenceau dans l'Iniquité en 1899, quand il dit que la raison d'État n'est qu'un autre nom pour le bon plaisir de l'autocrate. Voilà donc les 3 piliers sur lesquels repose le système qui est en cours en Guinée. Comme nous l'avons dit plus haut, il s'est progressivement mis en place à partir de la fin des années 50, durant les luttes politiques qui ont précédé l'accession de notre pays à l'indépendance. Il s'est ensuite développé et renforcé au cours des décennies suivantes, jusqu'à nos jours. Il a montré sa force de résilience durant cette dernière année qui a vu les manifestations monstres du FNDC contre le 3e mandat. Si rien ne semble ébranler ou remettre en cause le système, c'est parce que ces 3 piliers tiennent bon, alors que les démocrates guinéens gaspillent leur énergie à combattre les hommes qui sont juste de passage. Voyons donc de près comment ces 3 piliers soutiennent ce système. Mais aujourd'hui, nous nous intéresserons uniquement au premier pilier pour ne pas être trop long. Les violences auxquelles nous assistons en ce moment ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis plusieurs années déjà,
Les périodes électorales ont toujours été marquées par des scènes de violence inouïes. Et l'État qui aurait dû être en première ligne pour endiguer ces actes de violence est souvent mis en cause comme étant une des parties responsables de ce climat délétère. Les forces de l'ordre sont accusées par l'opposition et plusieurs organisations de défense des droits humains de tirer à balles réelles sur des manifestants, faisant parfois plusieurs morts et des blessés graves. On signale aussi la présence de milices à la solde du régime et qui pénètrent dans les quartiers favorables à l'opposition pour se livrer à toutes sortes d'exactions. On a vu récemment des maisons brûlées, des magasins et boutiques vandalisés et incendiés, des véhicules calcinés et des plantations ravagées par des pyromanes. Les pertes en vie humaine ont quant à elles fini de prouver que la violence a atteint des niveaux de barbarie dignes d'un conflit armé ou d'une guerre civile. Des enfants dont l'âge varie entre 3 ans, 8 ans ont été tués par balles. Des jeunes filles à la fleur de l'âge ont été prises pour cible alors qu'elles partaient acheter du pain. Des vieillards sexagénaires ont été kidnappés, torturés et ont fini par succomber à ces mauvais services. Tout cela a bel et bien eu lieu en Guinée, sans que cela ne puisse soulever une trop grande indignation à l'extérieur du pays. Est-ce parce que de tels faits ont toujours été récurrents en Guinée et que le système se nourrit de cette violence? Oui, en effet. Si on remonte dans le temps, et précisément au cours des années qui ont précédé l'indépendance du pays, on a l'impression de revoir le même film et les mêmes scènes. C'est cette violence qui a engendré le système qui nous gouverne aujourd'hui. Donc, si on fait un retour en arrière, on verra que le cycle de violence a démarré en 1956, lors des élections générales à l'Assemblée nationale française. Le RDA, avec sa section territoriale, le PDG, dirigé par M. Sékou Touré, avait raflé 62% des voix. Mais à quel prix? 2 ans plus tôt, ce même parti n'avait obtenu que 34,6% aux élections complémentaires après la mort du député Yassine Diallo. Comment le PDG RDA a-t-il donc pu élargir son électorat de façon considérable au point de réaliser un score presque double de celui obtenu en 1954? Tout simplement parce qu'il a mis en place une organisation inspirée de la structure du Parti communiste. Mais aussi et surtout parce qu'il a fait recours à une violence extrême digne de l'époque du bolchevisme. Au sein du parti, il y avait des cellules locales avec des responsables chargés de la propagande qui est directe, active et multiforme. L'un de ces responsables était le fameux Momo Jo, qui avait recruté tous les loupards de la ville de Conakry qu'il s'empressera d'organiser en bande de casseurs. Ces loupards et casseurs formaient l'ossature de ce qu'ils appelaient la milice du parti. Ils intimidaient, frappaient, rançonnaient et spoliaient les honnêtes gens pour porter le message du parti et forcer des adhésions massives en son sein. Le cinéma Vox
faisant face à la gare routière de l'époque, était en quelque sorte leur quartier général. Et c'est là où Momojo rencontrait sa troupe. Une fois sur place, il divisait ces jeunes loupards en petits groupes qui se répandaient dans la ville, qui pour brûler des maisons, qui pour vandaliser des boutiques et magasins, qui pour caillasser et incendier des véhicules. Leur cible principale étaient les militants des autres partis, en particulier ceux du bloc africain de Guinée, BAG, de M. Barry Gawadou, qui était leur rival le plus sérieux. Même les électeurs indépendants n'étaient pas épargnés. Gare à vous, si vous rencontriez une des équipes et que vous n'étiez pas en possession de la carte du parti, soit vous l'achetiez sur place, soit vous étiez rouillé de coups, bastonné parfois à sang. Et là encore, il fallait s'estimer heureux, car dans le pire des cas, vous pouviez finir au fond d'un puits. De nombreux cas furent ainsi reportés avec des histoires horribles de militants du BAG qui étaient systématiquement jetés dans des puits. La seule manière de leur échapper était d'avoir sur soi la carte du parti ou de peindre sur les murs de sa maison ou de sa case soit les initiales du nom du parti, soit l'éléphant qui le symbolise. Cette campagne de violence et d'intimidation contribuera à retourner de nombreux électeurs qui vont adhérer au RDA sous l'effet de la peur. Le bloc africain de Guinée assistera ainsi impuissant à une réduction de son électorat. Il sera ainsi, pour toutes les futures élections en 1957, en 1958 et au-delà. Deux faits qu'il faut cependant relever. 1. Les divisions ethniques étaient peu exacerbées malgré que le leader du PDG et celui du BAG étaient d'ethnies différentes. On pouvait retrouver toutes les ethnies dans les deux partis. Dans la bande de Momojo, il y avait des Soussous, des Peuls, des Malinqués et des Forestiers. Et les auteurs de cette violence inouïe se retrouvaient dans toutes les ethnies. 2. La violence perpétrée par les responsables du PDG RDA fut longtemps tolérée par l'administration coloniale à cause de la proximité avérée de M. Sékou Touré avec le gouverneur des colonies, M. Bernard Cornut-Gentil. Alors que les responsables alors que les adversaires du RDA étaient sévèrement réprimés par la force publique coloniale qui les jetait en prison pour la moindre dérive. Cette situation de fait a contribué à institutionnaliser la violence dans le système politique guinéen. Aujourd'hui, comme on le voit, c'est l'État qui est souvent mis en cause dans les cas répétés de violence. Les citoyens se plaignent d'arrestations arbitraires, de kidnapping, de torture, d'assassinats à la suite de tirs à balles réelles et de destruction de biens matériels. Et tout cela dans l'impunité la plus totale.
De ce fait, l'une des préoccupations majeures des démocrates guinéens doit être de trouver une solution à ce cycle interminable de violence. Comment faire pour démolir ce pilier du système? Il n'y a que deux choix possibles. Premièrement, soit répondre à la violence par la violence pour rétablir l'équilibre de la peur et dissuader tout recours à la force. Mais les démocrates guinéens, en majorité, sont réticents à emprunter cette voie à cause des nombreux risques qu'elle comporte, tels que le déclenchement d'une guerre civile aux conséquences incalculables dont personne ne saurait prédire la fin. Deuxièmement, soit répondre à la violence par des actes de désobéissance civile, à l'instar du mouvement des droits civiques de Martin Luther King aux États-Unis et de la campagne de non-violence du Mahatma Gandhi en Inde. Des mouvements qui ont prouvé que face à l'usage de la force aveugle, le meilleur antidote peut être la force de l'intelligence, la persévérance et détermination à défendre les grands principes moraux. Mais il ne faudra surtout pas démissionner ou se résigner ou fuir devant ceux qui utilisent la violence pour imposer leur vision du monde et de la société. En Guinée donc, les manifestations pacifiques doivent se poursuivre sans relâche, de manière régulière et soutenue, et jusqu'à ce que les tenants du système comprennent enfin que la violence gratuite derrière laquelle ils se réfugient est sans effet. C'est seulement en ce moment que les Guinéens comprendront que la violence ne résout rien et qu'ils doivent se parler, négocier et rendre à chacun ce qui lui revient de droit. Alors, chers compatriotes, attelons-nous à détruire ce pilier du système. Ne reculons pas, ne baissons pas les bras, ne jamais nous résigner. Halte à la violence en Guinée. Vive la refondation. Je vous remercie.